Bonjour à tous et bienvenue pour la toute première cynique, et comme c'est une première il faut marquer le coup, alors on va parler d'un mythe, d'une légende, Star Wars premier du nom. Donc, Star Wars de la guerre des étoiles en langue de Kid V est un film sorti le 25 mai 1977 aux États-Unis, écrit et réalisé par... Oui, j'en profite pour insister un peu là-dessus. Les réalisateurs qui écrivent aussi leurs films aux États-Unis sont assez rares, mais bon, je reviendrai plus tard là-dessus. Donc, Star Wars est un film sorti le 25 mai 1977 aux États-Unis, écrit et réalisé par George Lucas, un réalisateur pas trop connu à l'époque qui avait déjà accouché de THX 1138, un film plutôt confidentiel mais hyper intéressant et que je vous recommande, et aussi d'American Graffiti, pour le coup un joli petit succès mais que je trouve un peu moins intéressant. Bon, donc le film commence par ce petit carton devenu culte, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine, avant d'enchaîner sur un opening qui restera jamais gravé dans la tête de millions de spectateurs et dont je vais vous faire profiter. Bon, donc guerre civile, rebelles, empire galactique, bataille, étoile de la mort, station spatiale, vaisseau cosmique. Jackson, tu peux faire une recherche sur les vaisseaux cosmiques s'il te plaît? Le film continue sur une scène d'intro in medias res où un croiseur de l'Empire aborde un vaisseau rebelle. Et là on découvre deux droïdes, R2D2 et C3PO, qui ont l'air complètement dépassés par les événements. Bon, les forces de l'Empire pénètrent dans le vaisseau des rebelles, commencent à tirer sur tout le monde et bien évidemment les rebelles ripostent. Et c'est à ce moment précis qu'on fait la connaissance du méchant le plus stylé de l'histoire, Dark Vador. Bon, donc retour à nos deux droïdes, la princesse Leia confie à R2... un truc. La princesse Leia se fait capturer, mais heureusement, R2 et 3PO arrivent à s'enfuir du vaisseau grâce à l'incompétence des fonctionnaires de l'Empire et atterrissent sur la petite planète de Tatooine. Oh, mais c'est mignon comme planète! Ah, c'est bon, t'as fini ta recherche? Alors? Négatif, chef. Les vaisseaux cosmiques n'existent pas. Bon, revenons à nos moutons, R2 et 3PO sont capturés par des Jawas, ces derniers le revendent au jeune Luke Skywalker, qui visiblement est chanteur chez les Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Tu peux pas te moquer de tout le temps. Bien sûr que si, c'est mon émission. On fait aussi la connaissance de l'oncle de Luke, Owen, dont la fonction principale va sûrement être de clamser dans 10 minutes. Bref, retour au film, on a l'occasion d'en apprendre un peu plus sur Luke, qui a des problèmes existentiels, et bien sûr rêve de se casser de chez lui. Comme 80% des jeunes français d'ailleurs. Par contre, Luke, fais gaffe, ton droïde vient de se barrer. Ce gredin m'en aura fait part de toutes les couleurs. Ces astrodroïdes ont un vice de fonctionnement. Mais arrête, bon Dieu, tu vois bien qu'on voit rien avec tes jumelles. Bon, donc Luke part à la recherche de R2, il se fait capturer par des hommes des sables, ces derniers commencent à... jeter des trucs par terre. Donc quand Sir Obi-Wan Alec Guinness Kenobi I'm sexy and I know it. Bonjour, toi. débarque et sauve Luke d'une mort certaine. En faisant des bruits chelous? Il remet à Luke le sabre laser de son père et lui inflige au passage un laïus sur la force. La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. R2D2 délivre alors le message de la princesse Leia. J'ai pu mettre des informations vitales pour la victoire de la rébellion dans le mémorisateur incorporé de ce droïde. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Obi-Wan demande à Luke de l'accompagner et comme son oncle et sa tante sont morts, plus rien n'empêche de partir. Sauf que pour partir, il faut un vaisseau. Il rencontre Han Solo, et oui vous avez remarqué je dis Han Solo et pas Han Solo et je vous emmerde, ainsi que son acolyte Chewbacca, une sorte de croisement entre un singe et un tapis. Les deux possèdent un vaisseau et peuvent donc les transporter jusqu'à Alderaan. Ils parviennent à quitter Tatooine tout en échappant à l'Empire et Yann en profite pour lâcher au passage une petite vanne. Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Sauf que les méchants, qui sont des méchants et donc ne font pas une garden party, mettent au point un plan d'une rare subtilité. Ça c'est nous.
On est les méchants. On a un gros laser, hein. Et comme la ch'tiote Leia elle veut pas parler, bah on fait péter sa planète, quoi. Et donc notre héros est bien embêté. C'est quoi ça? Regardez, il se dirige vers cette petite lune là-bas. Non, ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale. C'est impossible, c'est bien trop. Et il se trouve que Guinness Kenobi a raison. Nos héros sont capturés par cette base sidérale, mais bon, ça reste l'Empire, du coup ils arrivent à s'enfuir pour aller sauver la princesse Leia en tombant au passage dans le vide ordure de l'étoile noire, manquant de se faire écraser. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous maigrir un grand coup. Pendant ce temps, Anakin Kenobi va désactiver les rayons tracteurs et tombe sur Dark Vador. Et je vais m'arrêter un peu sur cette séquence parce qu'elle est très clairement devenue culte. C'est le premier combat au sabre laser de toute la saga et il a défini les standards des combats de tous les films de la première trilogie. Et pourtant je peux pas m'empêcher de trouver cette scène extrêmement molle et ce pour deux raisons. Déjà parce que c'est très lent, Obi-Wan fait des tours au ralenti et Dark Vador a clairement l'air d'avoir un balai dans le cul, regardez comme il est tout raide. Mais aussi parce que les chorégraphies sont extrêmement molles et que je trouve que les mouvements ne rendent pas du tout honneur à la puissance des Jedi. Je suis beaucoup plus fan de ce qu'ils ont fait dans la deuxième trilogie par exemple. Et à ceux qui diraient oui mais tu comprends c'était en 1977 et en plus on n'avait pas beaucoup de moyens, non, c'est entièrement voulu. George Lucas a choisi d'avoir cet aspect de sabre très lourd tenu à deux mains, un peu comme les armes des samouraïs. Bon après faut replacer ça dans son contexte, ça date de 1977, c'est plutôt classe pour l'époque et le dialogue est plus important que le combat lui-même. Et encore. Bref, le combat continue et tout le monde se retrouve au moment où Luke, Leia, Ian et Chewie s'apprêtent à fuir. Dans un moment d'intense émotion, Obi-Wan se sacrifie pour laisser à nos joyeux lurons le temps de s'enfuir. Le vaisseau arrive à échapper aux forces de l'Empire et fonce en direction de la base rebelle. Sauf que c'est un piège. L'étoile noire se dirige donc vers la base afin d'éliminer la menace. Les rebelles qui ont récupéré les plans de la base Base sidérale. ont découvert une faille absolument imparable. Si on fait exploser le réacteur central, et bah toute la base explose. Du génie. Donc les rebelles envoient toutes leurs forces dans ce qui semble être l'opération de la dernière chance, et je me sens obligé de m'arrêter aussi sur cette scène. J'ai pas mal entendu dire que le film avait vieilli visuellement, et bon, déjà c'est pas mon avis, mais en plus je trouve que cette scène est toujours aussi incroyable. Je veux dire, tout est impressionnant, tout est parfait, le rythme, l'image, le son, absolument tout est fait pour qu'on se prenne une énorme claque dans la gueule. Parce que, encore une fois, le film date de 1977, et dans la catégorie blockbuster en 1977, et bah il y avait L'espion qui m'aimait, et Rencontre du troisième type. Enfin bref, des films que Star Wars a clairement mis à l'amende. Bon, pour résumer, cette scène est clairement l'apothéose du film. Et d'ailleurs, ça m'emmerde un peu de vous la montrer sur ces petits écrans parce que je trouve que ça lui rend pas assez hommage. Je pense qu'il faudrait la projeter sur un écran d'au moins 24 mètres de long. Bon, maintenant, je vais vous donner un peu mon ressenti sur le film. Attends, il est même pas fini. Mais non, mais ça, on s'en fout, ça. En fait, Luke arrive à faire exploser l'étoile noire, Dark Vador s'enfuit, les héros reçoivent une médaille et c'est la fin. Ok. Star Wars est un chef-d'œuvre. Vous inquiétez pas, je vais développer. J'ai vraiment grandi avec Star Wars, et en particulier avec la première trilogie, ce qui est un peu bizarre vu que c'est moins ma génération que Harry Potter par exemple. Et du coup j'ai essayé de mettre tout l'aspect affectif de côté pour écrire ma chronique. Et j'ai complètement raté. En fait non, même sans l'aspect affectif, j'ai strictement rien à reprocher au film. Et je sais qu'on vient de pinailler comme des gros relous pendant 10 minutes, mais c'est de la pure mauvaise foi, parce qu'on adore ce film. On le connaît par cœur, Star Wars est ma saga préférée et donc je m'étais dit que c'était le film parfait pour commencer l'émission. Sauf que, pas du tout en fait. Je vais vous avouer un petit truc, c'est la 5e fois que je réécris ma conclusion et j'arrive toujours pas à exprimer à quel point ce film m'a marqué et a révolutionné ma façon d'appréhender le cinéma. Et en plus de ça, tout a déjà été dit 1000 fois sur ce film. Donc plutôt que d'essayer de vous faire comprendre l'impact qu'il a eu sur moi, je vais vous résumer l'impact que le film a eu sur le monde du cinéma mais aussi sur toute la pop culture et l'imaginaire collectif. D'abord, je pense qu'il est important de rappeler 2-3 choses. Star Wars a connu ce qu'on appelle l'enfer de développement. À la base, la Fox ne croyait tellement pas en le succès du film qu'elle hésitait à le produire, alors qu'elle était quasiment assurée de ne pas perdre d'argent. Bon, au final, Lucas a quand même réussi à grappiller 13 millions de dollars, ainsi qu'un bonus dont je reparlerai plus tard. Sauf que pour l'époque, le film était complètement novateur et donc personne n'y comprenait rien et ne croyait en la réussite du projet. Dès lors, c'était très compliqué de motiver les équipes. Et les innombrables galères rencontrées pendant le tournage, une énorme tempête dans le désert, des costumes et des décors ratés, des robots qui marchent pas par exemple, des effets spéciaux pas finis et un premier montage absolument catastrophique, ont achevé de fatiguer George Lucas, qui a été complètement dégoûté de la réalisation pendant un long moment, puisque le film qu'il a réalisé après, c'est Star Wars épisode 1, qui est sorti 20 ans après. Donc c'est déjà un vrai miracle que le film soit bon à la sortie, surtout qu'il n'est pas juste bon, il est génial. Mais surtout, ce film a permis de démontrer que la science-fiction et les autres genres mineurs de l'époque pouvaient séduire le grand public et n'étaient pas destinés à un public de niche. Parce que le film a été un carton monumental. L'année record en termes de revenus de la Fox avant 1977 avait été d'environ 40 millions de dollars, et ce avec plusieurs films. En 1977, Star Wars seul a rapporté plus de 300 millions de dollars et au cours de son exploitation, il aura rapporté au total plus de 775 millions de dollars, ce qui en aura fait le plus gros succès de l'histoire pendant 5 ans. Mais bon, on va laisser de côté ces considérations financières et on va revenir à ce qui nous intéresse, les films.
À sa sortie, Star Wars était un ovni. On parle quand même d'un film de science-fiction léger, avec de l'humour, alors que la tendance était à l'époque aux films réalistes, noirs, comme Apocalypse Now ou Le Parrain par exemple. Et il a donc remis sur le devant de la scène ce qu'on appelle les feel-good movies, comme on peut en voir plein dans les années 80. Il a aussi relancé tout le système des blockbusters et des majors, ce qui est un peu ironique quand on sait que Lucas appartient à la bande d'indépendants que sont Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg. Ça ne me plaît pas que des multinationales aient pris le contrôle de l'industrie du cinéma. Mais aujourd'hui, je me retrouve moi-même à la tête d'une holding. C'est plutôt ironique. Je suis devenu exactement ce que je voulais fuir. Mais le plus important, c'est que le film a complètement changé la façon de concevoir et de fabriquer un film. Premier point, la musique et le son par extension. J'en ai absolument pas parlé durant toute ma chronique, mais le travail de Ben Burtt qui s'est occupé de la création des bruitages et du design sonore, ainsi que les compositions de John Williams, sont des chefs-d'œuvre. Tout le monde connaît la respiration de Dark Vador ou un des thèmes de Star Wars. Sauf que peu de gens savent que les premières bandes-son de Williams étaient beaucoup plus jazz et que c'est sous l'impulsion de Spielberg et Lucas qu'il a composé des pièces orchestrales comme ça se faisait à l'âge d'or d'Hollywood et que tout le monde lui a emboîté le pas. Et rien que ça, c'est la classe. Deuxième point, les effets spéciaux. Lucas a créé pour le film sa compagnie ILM ou Industrial Lights and Magic qui ont complètement révolutionné les effets spéciaux et ce, plusieurs fois. Aujourd'hui, la société est le leader mondial de la post-production parce qu'elle a tout de suite compris que les images de synthèse et les effets spéciaux numériques allaient prendre le dessus sur les trucages physiques. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la boîte a été divisée en 3 équipes afin d'avancer plus vite sur l'épisode 6 et l'une de ces équipes a fini par devenir Pixar. Maintenant, je voudrais m'attarder un peu sur George Lucas, qui est pour moi un vrai génie et qui ne voyait pas à court terme mais réfléchissait déjà au futur. Et le meilleur exemple, c'est le petit bonus dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Quand il a négocié son contrat de réalisateur avec la Fox, il a tout de suite posé comme condition le fait de garder la propriété de la licence ainsi que tous les revenus sur les éventuels produits dérivés. Il a même accepté de baisser son salaire de réalisateur déjà pas folichon pour ça. Et c'est un véritable coup de génie puisque les produits dérivés Star Wars ont connu un succès monstrueux, donnant à notre bon George une base financière assez solide pour être totalement indépendant par le biais de sa société Lucasfilm. Et tous ces jouets, BD et jeux vidéo ont fortement contribué à ancrer Star Wars dans l'imaginaire collectif. En 1977, tous les gosses rêvaient d'aller explorer l'espace à bord du Faucon Millennium. Autre exemple de la vista de George et peut-être le plus important de tous, il a investi plusieurs millions de dollars par an dans la recherche pour les technologies du cinéma. On lui donne notamment le premier logiciel de montage sur ordinateur qui a ensuite été revendu à Avid, mais c'est aussi un des pionniers de l'image numérique qui a aujourd'hui remplacé la pellicule. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande cette vidéo de Durandal qui vous expliquera tout pour être incollable là-dessus. Il fait aussi partie de ceux qui ont démontré qu'on pouvait avoir dans un long métrage un personnage entièrement en image de synthèse avec Jar Jar Binks que les fans ont tout de suite adoré. Il a aussi été précurseur en ce qui concerne les décors en CGI qui sont très répandus dans les blockbusters d'aujourd'hui mais qui ne se faisaient pas trop à l'époque. Pour en revenir à Star Wars, j'ai pas arrêté de parler d'impact dans l'imaginaire collectif et dans la pop culture car, comme je l'ai dit, ces films et cet univers ont fait rêver des millions de gosses, dont moi. Et aujourd'hui, de nombreux jeunes réalisateurs actuels revendiquent leur influence Lucas, comme par exemple les sœurs Wachowski, réalisatrices de Matrix. Alors je sais, j'ai pas arrêté d'enfoncer des portes ouvertes pendant toute ma chronique, mais j'avais envie de parler du film qui m'a fait aimer le cinéma. Et puis en parlant avec des potes, j'ai aussi réalisé qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais vu un Star Wars. Ce qui est un crime en 2015. Même en 1977. Et du coup cette vidéo s'adresse plutôt à eux. Allez voir Star Wars, ça vous prendra 2 heures de votre vie et au pire vous aurez juste vu un classique, mais au mieux, vous aurez eu l'une des plus grandes claques de cinéma de votre vie. Bon, c'est la fin de cette première cynique. Quant à moi, je vous bisous. Ah oui, au fait... I'll be back.